donc on en est à la séance 4, je crois. Et enfin, nous allons démontrer la transformation de Lorentz aujourd'hui. Donc je vous fais juste, donc je vais vous redonner le contexte très rapidement, et puis on va se lancer. Hein. Vous allez voir, c'est très très simple. Et ce qui est fascinant, c'est que ce soit simple. Et que, par contre, enfin, c'est ce que je vous ai annoncé depuis le début, la structure de l'espace-temps qu'on va voir émerger, c'est quelque chose qu'on découvre en approfondissant la notion d'espace et de temps, comme je vous l'ai montré. J'ai juste essayé de bien préciser ce que c'était que l'espace, comment on le construisait à partir d'un référentiel, et tout le reste va découler sans faire intervenir d'éléments physiques autres que ceux que j'ai déjà mentionnés abondamment, qui sont ceux qui correspondent à notre intuition de la réalité géométrique, avec donc un espace rapporté à un référentiel qui est un espace 3D affine euclidien, et puis un temps euclidien, disons newtonien, qui est un espace 1D affine, qui nécessite lui aussi un référentiel pour être construit. Donc, si je résume là où on en est, on a vu la construction de l'espace et du temps relativement donc, par rapport à un référentiel. Donc, il y a besoin d'un référentiel pour ne serait-ce que définir un point, puisque un point dans un référentiel, c'est une trajectoire dans un autre référentiel. Mais ayant choisi un référentiel, on peut construire un espace 3D, mais je dis l'espace, mais ce n'est que l'espace par rapport au référentiel. Sinon, c'est un espace et un temps relativement au référentiel. Il n'y a pas l'espace et le temps, mais on peut construire un espace et un temps à partir d'un référentiel. Mais du coup, le choix du référentiel est arbitraire. Il y a besoin d'un référentiel pour construire, pour donner un sens à la notion d'espace et à la notion de temps, mais le choix du référentiel pour décrire le déploiement de la réalité physique, l'ensemble des événements, leur succession éventuelle, leur rapport les uns par rapport aux autres, s'il y a des rapports, pour décrire ce déploiement de la réalité dans l'ensemble de ses composantes, on peut le faire au sein d'un référentiel, ayant choisi un référentiel, mais le choix du référentiel ne peut pas influer sur ce qui est. Donc, ce référentiel étant arbitraire, on peut être tenté d'en déduire que les lois de la physique ne peuvent pas dépendre du référentiel. Puisque c'est arbitraire et que ça ne dépend que de nous et que ça n'influe pas sur le déploiement de la réalité, on a envie de se dire que le choix du référentiel est arbitraire. Que ça implique que les lois de la physique sont indépendantes du référentiel. Mais, attention, il serait plus juste de dire le fait que le déploiement de la réalité ne dépend pas du référentiel, ne peut pas, enfin, n'a aucune espèce de rapport avec ce qu'on choisit comme référentiel pour définir un espace et un temps et décrire les choses du point de vue d'un référentiel. C'est pas tellement que les lois de la physique sont indépendantes du référentiel, c'est qu'il doit exister une façon d'écrire les lois de la physique qui ne fasse pas intervenir l'existence d'un référentiel. Parce que finalement, ce référentiel, c'est nous qui le choisissons de façon complètement arbitraire, et c'est sur ce référentiel que nous construisons une notion d'espace et de temps qui n'existe pas par elle-même, justement puisqu'elles ont besoin d'un référentiel pour être construites. Donc, c'est surtout que s'il y a des lois de la physique, et il semble quand même y en avoir, c'est-à-dire il y a des choses, quand on fait deux fois la même chose, il se passe deux fois la même chose. Donc, s'il y a des lois de la physique, il doit y avoir un moyen de les écrire d'une façon indépendante du référentiel par rapport auquel on choisit de rapporter les différents événements, puisque ce choix est arbitraire. Mais ce n'est pas tout à fait pareil de dire il doit exister un moyen de le faire indépendamment du référentiel,
enfin, c'est-à-dire d'écrire les lois indépendamment du choix d'un référentiel quelconque, et de dire les lois sont invariantes par changement de référentiel. Ce n'est pas tout à fait pareil. En l'occurrence, prenons le cas, plaçons-nous au sein d'un référentiel. J'ai un problème de stylo qui ne fonctionne plus bien. Est-ce que celui-là c'est mieux? J'espère. Ouais. Donc, au sein d'un référentiel, ce qu'on a vu, c'est que on peut écrire les... on dit en général, les lois de la physique ne dépendent pas du choix du système de coordonnées. Bah oui, le choix du système de coordonnées, il est arbitraire, on choisit ce qu'on veut. Ce qui se passe dans le monde ne peut pas dépendre de notre choix de système de coordonnées. Mais ça veut dire qu'il existe un moyen, il doit exister un moyen d'écrire les lois de la physique sans faire référence à un choix particulier de système de coordonnées. Et une façon d'écrire les lois de la physique sans référence à un système de coordonnées, c'est justement la façon dont on le fait en mécanique. Quand on écrit MA ou MD, quand on écrit MA égale F, cette façon d'écrire les lois, vecteur égale vecteur, est indépendante, ne fait pas référence à un système de coordonnées, vecteur égale vecteur. Une autre loi de la physique, tiens, pour reprendre ce qu'on avait vu l'autre fois, ce que j'avais fait dans la vidéo, dρ sur dt égale moins div de j, voilà, conservation locale de la loi, ça c'est scalaire égale scalaire, c'est indépendant du référentiel, du choix du système de coordonnées. Alors, en fait, ouais, c'est peut-être pas un bon exemple, parce qu'elles sont cachées, là il y a des dérivées spatiales, là il y a des dérivées temporelles, donc excusez-moi, je vais pas le mettre comme ça, enfin, c'est vrai, mais... c'est le deuxième point sur lequel je veux venir. Une chose, restons là pour l'instant. Ça ne fait pas intervenir un système de coordonnées. C'est un vecteur égale un vecteur. Et le vecteur, il est ce qu'il est. Je peux choisir mon système de coordonnées. Il y aura des composantes différentes, mais le vecteur, il est ce qu'il est. Par contre, je peux écrire mz2 point égale moins mg pour un corps en chute libre, voilà. Cette loi de la physique, elle est écrite, elle est certes, enfin, là, elle est écrite de façon non indépendante du système de coordonnées, on est bien d'accord, parce qu'il y a z qui intervient. Par contre, elle est invariante par changement de système de coordonnées si je fais un bon, disons, par exemple, si je fais une translation selon l'axe z, je change z en z' égale, je sais pas, z moins z0, ou plus z0, enfin z0 peut être positif ou négatif. Alors, si je fais le changement de coordonnées, je vais me retrouver avec m z2 point, c'est pareil que z'2 point, égale moins mg. Donc là, je vais dire, la forme de la loi est la même dans les deux systèmes de coordonnées. Mais néanmoins, cette expression dépend du système de coordonnées. Et si je choisis un système de coordonnées plus compliqué que juste ça, la forme ici va dépendre. Ça ne sera plus la même forme. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que au sein d'un référentiel, le choix du système de coordonnées est arbitraire et par conséquent, c'est pas que il ne dépend pas du système de la loi ne dépend pas du système de coordonnées, parce que si on exprime la loi en termes des coordonnées, bien évidemment, elle dépend du système de coordonnées. Par contre, il existe un moyen d'écrire les lois de la physique, non pas indépendamment du système de coordonnées, mais d'une façon qui ne fait pas intervenir de système de coordonnées du tout. Et c'est le cas ici. Il n'y a pas besoin de coordonnées, pas besoin de préciser, d'accord? Donc, pour maintenant les lois de changement de référentiel,
quand on dit le choix du référentiel est arbitraire, c'est vrai, et le déploiement de la réalité physique n'a que faire du référentiel que l'on choisit. Ça veut dire qu'il doit exister une façon d'écrire les lois qui ne fasse pas intervenir du tout de système de coordonnées. Or, de référentiel, excusez-moi. Il y a une façon d'écrire les lois de la physique il doit y avoir une façon qui ne fait pas intervenir le référentiel, puisque le référentiel est notre choix et que la physique ne dépend pas de notre choix. Mais le problème, c'est que, d'abord, les lois qu'on connaît, c'est-à-dire typiquement pour la mécanique, voilà la loi qu'on connaît, cette loi-là fait intervenir le référentiel. Hein, quand on écrit m dv sur dt égale f, alors, dans l'hypothèse d'un temps universel, restons pour l'instant newtonien, là, il y a une coordonnée, mais elle ne dépend pas du système de coordonnées, elle ne dépend pas du référentiel. Hein, le temps est universel. Par contre, évidemment que v dépend du référentiel. Donc, cette façon d'écrire les lois de la physique fait référence à un référentiel particulier. Alors après, on peut dire, oui, mais si on change de référentiel, les lois gardent la même forme. Oui, effectivement, si on passe dans un référentiel en translation uniforme, c'est ce que j'avais rappelé la dernière fois, en translation uniforme par rapport à celui dans lequel on écrit les lois avec un certain V. À ce moment-là, on a un V qui devient V' égale V plus V0, par exemple, ou moins V0, suivant si c'est la vitesse de R' par rapport à R ou de R par rapport à R', disons ça comme ça. Et à ce moment-là, si V0 est constant, c'est-à-dire on a une translation uniforme, on a bien dV' qui vaut dV, et donc la nouvelle loi d de V' sur dt, m d de V' sur dt égale f, a bien la même forme, à condition, soit dit en passant, mais c'est important, que la force, elle, garde la même forme dans tous les référentiels. C'est la même. Donc, là, ce que vous voyez, c'est que j'essaye de distinguer les deux niveaux. Forme de la loi qui reste la même quand on change de système de coordonnées, ici, ou qui reste la même quand on change de référentiel, ça c'est une chose. Et l'autre chose, c'est écrire la loi d'une façon qui ne fasse même pas référence du tout au référentiel. Vous voyez la différence, hein? Et je l'ai illustré ici, au sein d'un référentiel. Ça, c'est une façon d'écrire la loi qui fait référence à un système de coordonnées, mais qui garde la même forme, mz' de point, quand on fait un changement de système de coordonnées, mais alors évidemment pas n'importe lequel, quand il faut... Mais en particulier celui-là, oui, d'accord. Donc une chose, c'est de garder la même forme lors d'un changement de système de coordonnées, et l'autre, c'est ne même pas faire référence à un système de coordonnées. Dire que... Oui, allez-y. Je ne comprends pas ce que ça implique. Vous dites que la force doit garder la même forme dans tous les référentiels, c'est-à-dire en fait, une différence. En fait, ça doit être la même. La force dans le référentiel R ici, dans lequel la vitesse s'écrit V, le temps est universel pour tout le monde, hein, là on est galiléen. La force que l'on voit dans un référentiel, qui est ce qu'elle est, je ne sais pas, une force élastique, une force de Coulomb, cette force-là, si vous changez de référentiel, vous mettez dans un référentiel R' en translation uniforme à la vitesse V0 par rapport à R, eh bien, la nouvelle façon d'écrire les lois de la physique dans le référentiel R', vous êtes d'accord que c'est celle-là. On a changé V' V en V', mais lorsque j'écris ça, là, il y a un F, là. Qu'est-ce qui me dit, après tout, que la force exprimée dans le nouveau référentiel, dans le référentiel du bus en mouvement, je ne sais pas, pourquoi la force serait la même que dans le référentiel R? En fait, c'est contenu, l'invariance des lois de la physique par changement de référentiel galiléen ici implique que, effectivement, c'est bien la même force. La force, elle est ce qu'elle est.
c'est pas a priori garanti. D'ailleurs, vous savez bien que si on passe dans un référentiel non galiléen, il faut ajouter ce qu'on appelle des forces d'inertie. C'est-à-dire qu'on arrive à garder la même forme d'expression de la loi, mais simplement, justement, les forces, il y a les forces qui restent les mêmes, la force de gravitation, la force électrique, la force, je sais pas, une force de frottement, enfin, toutes les forces restent les mêmes, la même expression, la même valeur, la même direction, etc., plus on rajoute des forces d'inertie. Mais les forces, quand vous faites un changement de référentiel galiléen, les forces restent les mêmes. Les forces sont invariantes aussi. Est-ce que ça répond à votre question ? Oui, en fait, je ne savais pas que le changement de référentiel, c'était de galiléen à galiléen. Ah oui, là, je l'ai précisé là. Donc, mais je dis tout ça pour bien distinguer le fait que la forme des lois physiques, qui est celle-ci, reste la même dans l'autre référentiel galiléen, mais néanmoins écrit comme... Et donc on peut dire, très bien, les lois de la physique sont invariantes par changement de référentiel galiléen. C'est bien, et c'est vrai, mais quelque part, le travail n'est pas complètement fait, parce que, ok, on a écrit les lois de la physique sous une forme qui est invariante par changement de référentiel galiléen, ça garde la même forme, mais n'empêche que les lois sont écrites en termes de grandeur qui font intervenir le référentiel. Vous voyez, de même que ça, c'est invariant par changement par translation, disons, le long de... Cette forme des lois est invariante par translation, par changement de système de coordonnées translaté, mais, je pourrais faire une translation en X et en Y aussi, donc la forme des lois est invariante par changement de système de coordonnées particulier, mais c'est écrit en termes des coordonnées. Tandis que là, la loi, elle est écrite même pas en termes de coordonnées. Il n'y a nulle part des coordonnées là. Elle est directement écrite en termes de grandeur qui ne font même pas référence à un système de coordonnées. Et là, c'est bien plus profond. Puisque le système de coordonnées est arbitraire, il doit y avoir un moyen d'écrire les choses sans même faire référence à un système de coordonnées. Et ça fait le job. Par contre, si on se met si on ne regarde plus le changement de coordonnées au sein d'un référentiel, mais le changement de référentiel, ce qu'on voit, c'est que, oui, les lois de la physique newtonienne prennent une forme qui est invariante par changement de référentiel galiléen, mais néanmoins, elles ne sont pas écrites en termes d'objets qui ne font pas référence à un référentiel particulier. Car cet objet-là ne peut être défini qu'au sein d'un référentiel. Une vitesse, c'est toujours par rapport à quelque chose, sinon par rapport à soi-même, v égale 0. Donc vous voyez, quelque part, on n'en est qu'à ce stade-là, au niveau du changement de référentiel. Là, on n'a pas écrit les lois d'une façon qui ne fait même pas référence au référentiel. Vous voyez? Donc c'est différent d'être invariant, la forme des lois est invariante lors du changement, et de l'écrire d'une façon qui n'en dépend même pas. Alors là, évidemment qu'elle est invariante puisqu'elle n'en dépend même pas. Donc, la relativité va nous permettre de faire ça, mais avant d'arriver là, donc la relativité va nous livrer ça. On va être capable d'écrire des lois globales de la physique sans même faire référence à un système de coordonnées de ce type-là, en écrivant vecteur égale vecteur, auquel cas, peu importe le système de coordonnées. Alors en fait, on va le faire en écrivant vecteur dans un espace à 4 dimensions égale vecteur dans un espace à 4 dimensions. C'est là qu'on va voir émerger la structure quadridimensionnelle de l'espace-temps en tant qu'objet global, de même qu'ici, pour écrire ça, il faut avoir une idée d'espace 3D avec un vecteur dans l'espace 3D, et c'est ce vecteur dans l'espace 3D qui est égal à celui-là dans l'espace 3D, peu importe les systèmes de coordonnées, le vecteur égale le vecteur. Donc on va arriver, pas aujourd'hui mais rapidement, on va arriver à terme à écrire les lois de la physique en termes de quadrivecteur, vecteur à 4 dimensions,
quadrivecteur égale quadrivecteur. Auquel cas, il n'y aura même pas de référence au référentiel. Ce sera juste une réalité, une vérité globale dans l'espace-temps. Tel quadrivecteur égale tel quadrivecteur. Mais bien qu'on arrive, on va arriver à faire ça, malgré tout, il est toujours important et intéressant d'écrire les lois de la physique du point de vue d'un référentiel. Pourquoi ? Parce que, malgré tout, notre expérience du monde est toujours rapportée à un certain référentiel. C'est-à-dire, lorsque je dis que je me déplace, là, en réalité, je me déplace par rapport à quelque chose, par rapport au tableau, par rapport à la pièce, par rapport au sol, voilà. Mais c'est quand même comme... Donc, c'est relatif, mais c'est quand même comme ça qu'on se représente le monde. À chaque fois qu'on parle de mouvement, c'est toujours des mouvements relatifs, mais on se représente les choses au sein d'un référentiel. Et on ne veut pas abandonner ça complètement. J'allais dire, ça nous ferait une belle jambe d'avoir les lois globales de l'univers, mais pas être capable de les rapporter à notre expérience, c'est-à-dire pas être capable d'en déduire la manière dont les lois s'écrivent au sein d'un référentiel, puisque c'est là qu'on fait des expériences, pas forcément notre référentiel. Hein. Encore une fois, quand je me déplace, je ne rapporte pas le monde à mon référentiel, bien au contraire, je rapporte le monde à ce référentiel-là et je constate qu'au sein de ce référentiel, c'est moi qui bouge. Justement, je ne dis pas, tiens, je suis en train de faire bouger le monde, jamais de la vie. Mais donc, bien que, in fine, parce que les lois ne peuvent pas dépendre... Enfin, il doit exister une façon d'écrire les lois qui ne dépend pas d'un choix de référentiel puisque c'est arbitraire. Donc il doit y avoir un moyen de faire ça. Mais bien qu'il y ait un moyen de faire ça, et on va le trouver, il est quand même important de se poser, enfin de s'interroger sur la forme des lois au sein d'un référentiel et donc du passage d'un référentiel à un autre référentiel. Simplement, dès lors qu'on écrit les lois au sein d'un référentiel, donc en référence explicite à un référentiel, alors là, il n'est pas garanti que les lois de la physique soient vraiment invariantes par changement de référentiel, parce que ce serait le cas si tous les référentiels se valaient. Or, précisément, tous les référentiels ne se valent pas. Ce n'est pas la même chose de dire que le choix du référentiel est arbitraire et donc il doit y avoir un moyen d'écrire les choses sans même faire référence à un référentiel. Ça, c'est une chose. Mais ce n'est pas la même chose de dire que le choix du référentiel est arbitraire et de dire tous les référentiels se valent. Non, tous les référentiels ne se valent pas parce que, effectivement, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, deux corps... Enfin, j'ai ces deux corps, celui-là je fais rien, celui-là je fais quelque chose. Il n'y a aucune raison que la description du monde par rapport à ce référentiel ou par rapport à celui-là soit la même, puisque mécaniquement, d'un point de vue dynamique, ils ne sont pas dans la même situation. Donc, oui, le fait que le choix du référentiel est arbitraire implique qu'il doit exister une façon d'écrire les lois sans même faire référence au référentiel. Mais si on fait référence à un référentiel, alors il n'y a pas de raison que tous les référentiels se valent. Et de fait, ils ne se valent pas tous, et on sait très bien que la simple loi qui est la loi d'inertie, si je pose un corps quelque part et que je ne fais rien, il reste au repos, cette loi-là n'est pas valable dans tous les référentiels. Et c'est normal, comme je l'avais rappelé la dernière fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est que justement, on va quand même s'intéresser à la forme, in fine, on sait qu'on voudra s'intéresser à la forme des lois au sein d'un référentiel, puisque c'est là qu'on fait des expériences et que nous-mêmes on fait l'expérience du monde, qu'on fait des expériences physiques et qu'on fait l'expérience du monde. Donc il faudra pouvoir s'y ramener. Et donc, on va s'intéresser au lien qui existe entre la description du monde rapportée à un référentiel R et la description du même monde rapporté à un référentiel R', qui peut avoir un mouvement par rapport à lui. Mais puisque la description du monde au sein de deux référentiels doit dépendre du référentiel s'ils ne se valent pas, d'un point de vue dynamique justement, alors il faut sélectionner des référentiels qui soient justement équivalents d'un point de vue dynamique, c'est-à-dire par exemple, qu'on ne fait rien sur aucun des référentiels, ou alors qu'on fait la même chose sur les deux référentiels, enfin, qu'ils soient équivalents. Voilà. Donc,
Alors, l'étude déjà classique a fait émerger cette classe particulière de référentiels qui sont les référentiels galiléens. Et on voit très bien qu'est-ce que ça veut dire être équivalent du point de vue dynamique. C'est justement, il faut que cette expression, justement, soit la même dans l'autre référentiel, bien que cette écriture fait référence à un référentiel particulier, puisque V n'est défini que au sein d'un référentiel, enfin par rapport à un référentiel, pour que ça soit invariant, il faut que justement dV ne dépende pas du référentiel, lui. Et donc il faut bien que le lien entre V et V' soit tel que dV' égale dV. Donc il faut dV0 égale constante. Hein, enfin, égale 0, enfin, égale 0 au cours du temps, que ça ne varie pas. Donc, effectivement, c'est comme ça qu'émerge la notion de référentiel galiléen. Et donc, on va se restreindre maintenant pour l'exploration du lien entre la description de la physique au sein d'un référentiel et la description de la physique au sein d'un autre référentiel. On va se restreindre à des changements de référentiel galiléens, non pas parce que d'autres changements de référentiel ne seraient pas possibles, et quoi qu'il en soit, in fine, on va trouver une façon d'écrire les lois qui ne dépend pas du référentiel du tout. Donc, pas plus galiléen que pas galiléen. Après, on oubliera les référentiels galiléens. Peu importe, le monde est ce qu'il est. Mais on va explorer la nature de l'espace-temps en regardant, et il va s'avérer que c'est suffisant, en regardant la manière dont on peut décrire les lois du monde dans un référentiel et dans un autre dont on sait qu'il lui est équivalent. On pourrait le faire directement dans un autre référentiel qui n'est pas équivalent, mais alors comment on va relier l'un à l'autre, puisqu'ils ne sont pas équivalents? On ne s'attend pas à trouver les mêmes lois de la physique si on les écrit en termes d'objets qui dépendent du référentiel. La seule façon de trouver des choses intéressantes en examinant les lois de la physique écrites au sein d'un référentiel, c'est de le faire entre différents référentiels qui sont équivalents. Et donc, c'est pour ça qu'on se restreint au référentiel galiléen. Mais ce qu'on va trouver ne va pas être une propriété relative au référentiel galiléen. Ça va être une propriété indépendante du référentiel qui va être la structure de l'espace-temps. D'accord? Bon. Cette introduction étant faite, on va passer au chapitre 2, qui s'appelle « Transformation de Lorentz ». Ok. Alors, donc le but du jeu, donc le but du jeu, c'est étudier le lien entre la description du monde, enfin de la réalité physique, je vais mettre du monde, rapporté à un référentiel R galiléen, je ne répéterai pas à chaque fois, rapporté à un référentiel, puisque je veux que des référentiels équivalents, là, donc du point de vue dynamique, rapporté à R et la description du monde rapportée à R', un autre référentiel galiléen. D'accord ? C'est ça le but du jeu. Et je veux faire ça sans faire l'hypothèse d'un temps universel. Puisque quand on a approfondi la notion d'espace et de temps, on s'est aperçu que l'espace était construit sur R et le temps, l'existence d'un temps attribuable aux différents événements pouvait être établie, la définition d'un temps pouvait être établie via une procédure de synchronisation des horloges au sein d'un référentiel construit sur R.
le temps aussi, et puis par ailleurs, il y a un espace prime et un temps prime construit sur R'. Mais précisément, comme il y a besoin d'un référentiel pour construire un espace et un temps, il n'y a aucune raison, à moins que je trouve une procédure de synchronisation des horloges, et justement, j'en ai pas, il n'y a aucune raison que l'espace soit le même et que le temps soit le même. Donc je ne peux pas supposer qu'il soit le même. Le supposer serait déjà dire, oui, oui, il doit y avoir une procédure de synchronisation des horloges. Oui, bah, et s'il n'y en a pas hein? Eh bien, il n'y en a pas. Alors, donc mais je vais montrer. Simplement, je ne suppose pas qu'il y en a un. Bien. Un temps universel, qui a une procédure de synchronisation des horloges. OK. Donc, ce n'est pas forcément le même espace, ce n'est pas forcément le même temps. Par contre, ce sont les mêmes événements. C'est les mêmes événements de la réalité physique. Ce qui se passe, c'est ce qui se passe, indépendamment justement de la manière dont je choisis du référentiel auquel je les rapporte. Hein. Donc, pas le même espace, donc pas forcément le même. Je vais mettre pas forcément le même. Peut-être oui, mais peut-être non. Pas forcément le même. Mais, mêmes événements. Et donc, j'ai des choses qui se passent, j'ai des événements, et alors les événements, c'est quoi? Ce sont justement les éléments de la réalité physique. Donc, un événement, je mets EVT pour événement, excusez-moi. Un événement, c'est un lieu et un instant. Donc, il s'agit de décrire la même réalité physique, la réalité physique, il n'y en a qu'une, en rapportant les événements qui constituent cette réalité physique, soit au référentiel R, soit au référentiel R'. Et dans la mesure où c'est le même événement, c'est comme ça que je vais trouver un lien entre ces deux référentiels, entre la manière de désigner ces événements au sein d'un référentiel et au sein d'un autre. Bien. Alors, donc on va voir comment passer des coordonnées d'un événement dans l'espace de R et dans le temps de R aux coordonnées du même événement dans l'espace de R' et dans le temps de T'. C'est ça la transformation de Lorentz. Ça va nous dire comment passer des coordonnées d'un événement dans un référentiel aux coordonnées des événements dans un autre référentiel. Mais vous voyez tout de suite que si je dis coordonnées dans un référentiel, ça ne veut rien dire, parce que avec un référentiel arrive une notion d'espace et de temps, mais n'arrive pas une notion de système de coordonnées. Le système de coordonnées reste complètement libre. Donc je vais choisir des systèmes de coordonnées pratiques attachés à chacun des référentiels. Et à ce moment-là, je vais déterminer comment passer de l'un à l'autre. Donc ça, c'est la première chose qu'on fera. Et puis ensuite, on verra comment écrire les lois de la physique d'une façon qui est indépendante du référentiel, sans même faire aucune référence à un système de coordonnées quelconque, ni à un référentiel quelconque. Ça, on le fera plus tard. Pas aujourd'hui, je veux dire. OK. Donc pour bien poser le problème, on va rappeler le cas galiléen et ça va me permettre de spécifier le système de coordonnées que je vais choisir. Donc, rappel, cas galiléen, c'est-à-dire avec hypothèse de temps universel. C'est-à-dire, je suppose qu'il y a une façon de synchroniser les horloges. J'en ai pas trouvé, mais il doit bien en exister une. Le temps est le même pour tout le monde. Coexister, ça a un sens absolu. Deux événements qui ont lieu au même instant, ça a un sens absolu. Et par conséquent, ça me fournit une procédure pour passer du temps d'un référentiel au temps d'un autre. Il suffit que je décide de dire qu'ont lieu à la même coordonnée t des événements qui sont simultanés. Donc, s'il y a une notion universelle de simultanéité, alors de facto, j'ai un moyen d'attribuer une coordonnée temps
qui soit indépendante du référentiel. Parce que les objets, enfin les événements, soit ils sont simultanés, soit ils ne le sont pas, mais s'ils le sont au point final, ils le sont intrinsèquement. Donc, si je fais cette hypothèse-là, voyons comment je peux écrire une transformation de Galilée pour passer d'un référentiel, alors R, et je matérialise ce référentiel par un système d'axes. Je vais le faire comme ça. X, Y, Z. Ça vous va comme ça peut... Ouais, ok. Et puis, j'ai un référentiel R'. Et là, je dessine directement des axes parallèles avec O'. Donc ça, c'est le référentiel R'. Donc je prends un système d'axes parallèles et je dis que R', la vitesse de R' par rapport à R, je dis que c'est V0 UX. C'est aussi V0 UX', puisque UX égale UX', si je choisis les axes comme ça. Puis j'ai UY qui vaut UY', UZ égale UZ'. Si on veut être très prudent, on voit que ça nécessite quelques explications, ça, quand même. Parce qu'on a dit qu'on ne pouvait construire l'espace que par référence à un référentiel. Celui-là ou celui-là, ou n'importe quel autre. Mais du coup, ça, c'est un vecteur qui appartient à l'espace E', enfin, à l'espace vectoriel associé à l'espace affine E'. Et puis ça, c'est un vecteur, par exemple, qui relie O à I ici. Et puis ça, donc ça c'est UX. Et puis UX', il relie ce point-là à ce point-là. Mais ça, ce sont deux points du référentiel R'. Ces deux points ne sont pas des points du référentiel R. C'est tout le problème. Si je sélectionne un instant, alors d'accord, à ce moment-là, j'ai isolé un événement. Mais sinon, ces deux points-là, je peux les désigner dans le référentiel R'. C'est mon point de référence qui voilà, attaché à mon corps solide qui fait le référentiel. Et puis celui-là qui est à la distance 1 dans une certaine direction que j'ai matérialisé. Très bien. Donc ça, ce sont deux points du référentiel R'. Ce ne sont pas du tout deux points du référentiel R. À l'inverse, ça, entre O et I, si j'ai le vecteur UX, ça, ce sont deux points du référentiel R qui ne sont pas deux points du référentiel R'. Donc, dire ce vecteur est le même que celui-là, ça nécessite une petite explication. Alors en fait, par exemple, on peut dire que le mouvement du point O' se fait le long de l'axe OX. Ça, je peux le dire. C'est-à-dire, vu du référentiel R, je regarde où est à chaque instant du référentiel R. Bon là, il est universel, mais peu importe. À chaque instant du référentiel R, je peux regarder où se trouve O'. Et je vois qu'il est toujours sur la droite OX. Enfin, c'est comme ça que je définis ma droite OX. Hein. D'accord, je choisis OX comme la trajectoire du point O'. Et puis, je dis que la vitesse est, avec V0 égale constante, je dis que la vitesse est uniforme si, effectivement, pendant le même dt de mon référentiel, le point O' parcourt la même distance dx de mon référentiel. Bon, voilà. Donc, c'est ça la définition de vitesse constante le long de l'axe OX. La même situation du point de vue de O', O', il va voir, lui, de son point de vue, il va voir que O a une certaine trajectoire. Le point O, qui est un point dans le référentiel R, est en fait une trajectoire dans le référentiel R'. Cette trajectoire, elle est ce qu'elle est, et de fait, ça va être une droite, et cette droite, c'est ça qui va matérialiser pour R', l'axe O'X'. Donc vous voyez qu'il y a une procédure très simple pour dire, pour se mettre d'accord sur ce que c'est qu'un axe. C'est l'axe cet axe UX défini par R, c'est l'axe le long duquel se déplace O', et l'axe O'X', défini du point de vue de R', c'est l'axe le long duquel se déplace O. Pas avec le même mouvement. Donc vous voyez qu'on peut définir un axe commun. Très bien. Ben, je choisis de l'appeler X, cet axe commun. Why not? Après, comment on fait pour dire l'axe Y', c'est le même, enfin il est parallèle à l'axe Y? Ben oui, alors effectivement, on pourrait se dire que là,
on pourrait se dire qu'en fait, tout en se déplaçant longitudinalement comme ça, le long d'un axe à une dimension, enfin avec v constante, on pourrait imaginer un système d'axes ici qui tourne. Ben oui, mais justement, c'est là où on dit, attention, je m'intéresse à un changement de référentiel galiléen. Et s'il y a une rotation, alors ce n'est pas galiléen. D'accord? On veut une translation. Donc, alors on pourrait choisir ici des axes qui soient pas parallèles à ceux-là. Mais tant qu'à faire, prenons les parallèles. Ça sera beaucoup plus facile pour écrire la loi de transformation. Alors, quelle est cette loi de transformation des coordonnées? Je considère maintenant un événement qui a lieu quelque part, ici. L'événement M, enfin, je vais l'appeler E, l'événement. L'événement E, je vais mettre deux barres ici pour dire que c'est un événement à 4 dimensions. Il a lieu quelque part à un certain instant. Et du coup, il est bien défini. Si je dis juste quelque part pour lui ou pour lui, suivant le moment considéré, ce n'est pas le même point, donc on ne sait pas de quoi on parle. Mais quelque part à un instant, c'est un événement. Alors cet événement-là, si je le repère, il existe dans la réalité. Donc je peux le considérer en le rapportant à l'espace construit sur R et au temps construit sur R, et puis je peux le considérer au temps construit sur R' et à l'espace construit sur R'. Par rapport à R, il a donc comme coordonnées, il a lieu quelque part, x, y, z, et puis à un certain instant t. Et par rapport à y', le même événement, donc le même E, c'est ça, mais c'est aussi, donc ça c'est dans R, c'est aussi dans R', il a lieu quelque part, à un certain instant, dans R'. Ok, alors l'hypothèse du temps universel, c'est de dire t' égale t. Alors après, je pourrais choisir ici de ne pas prendre la même origine, mais si je décide qu'à l'instant t égale 0 de référentiel R, j'ai t' égale 0, bon, bah du coup, j'ai ça. Bon, très bien. Alors, à condition que je choisisse des coordonnées ici qui soient les coordonnées newtoniennes, au sens où le delta t, la différence des instants, ça doit correspondre à la vraie durée physique. Donc, je choisis des coordonnées cartésiennes le long du temps. De même, je choisis ici des coordonnées cartésiennes suivant l'espace. Et alors, comment je fais le passage de l'un à l'autre? Eh bien, si je prends pour l'origine des temps t égale 0, quand O égale O', c'est-à-dire je mets à 0 l'horloge dans les deux référentiels puisque c'est le même temps, mais on fera pareil tout à l'heure. Lorsque O est sur O', enfin O' est sur O, d'accord, O' se déplace par rapport à O à vitesse constante, il y a un moment ils sont ensemble, je dis que c'est ça l'instant t0. Bon. Si je fais ça, donc c'est le même instant 0 pour tout le monde, ok. À ce moment-là, comment passer des coordonnées x, y, z aux coordonnées x', y', z'? Eh bien, si je choisis mes axes de telle sorte qu'ils soient parallèles et que, enfin voilà, comme ça, je n'ai pas besoin de faire un long discours pour que vous voyez que d'abord j'ai z' égale z. D'accord? Il n'y a pas de raison. Je pourrais le décaler en plus, mais si je dis que l'axe OX', O'X', c'est l'axe OX, et que je prends des coordonnées cartésiennes, bah, si le point il est à 2,50 m au-dessus du plan là, bah, il est aussi à 2,50 m au-dessus du plan là, et donc z' égale z. De la même façon, y' égale y. Quant à x', alors x', évidemment, ce n'est pas égal à x. Ça dépend à quel moment. Parce que x', c'est par rapport à O'. Hein, donc, en fait, je pourrais l'écrire comme ça. J'ai O'M qui vaut OM moins O'. D'accord? Et donc, ça, c'est x, y, z. Et ça, c'est O'. Bah, suivant x, c'est justement V0t. Et puis là, c'est 0 et 0. Hein, si O' se déplace le long de l'axe des x. Donc vous voyez que j'ai x' en fait qui vaut, hein, et ça c'est x', y', z', et qui vaut x moins V0t. Bon. Donc voilà ce qu'est la transformation galiléenne. Je vais l'écrire là. J'ai x' égale x moins V0t, y' égale y, z' égale z, et t' égale t.
Ça, je ne l'ai pas démontré, c'était mon hypothèse. Et ça, bah, je l'obtiens par l'écriture, par cette écriture-là. Mais alors, le point que je voulais souligner là, c'est que ça, c'est en supposant que je choisis un système de coordonnées pratique, des coordonnées cartésiennes où la valeur de la coordonnée correspond à la distance le long de l'axe, la vraie distance qui, elle, est physique. Donc les coordonnées cartésiennes, et puis je prends le 0 au bon endroit de façon à ce que, effectivement, y' égale y. Parce que je pourrais rajouter plus y0 là, mais j'ai qu'à redéfinir les axes. Donc ça, c'est la transformation de Galilée à laquelle on est habitué. Et quand on dit c'est la loi de changement de référentiel, non, c'est la loi de changement de référentiel si on choisit un système de coordonnées pratique. Parce que maintenant, dans R', rien ne m'empêche de choisir des coordonnées sphériques par rapport à ce point-là. D'accord? Rien ne m'empêche de faire un θ-phi comme ça, là, dans le plan-là. Je prends un repère qui est bien attaché au référentiel, qui est en translation uniforme. Alors évidemment, passer de ce x'-là, y', z' à ce nouveau rθ là, ça va être super compliqué. Donc, mais je peux le faire. Donc, quand on dit on fait des lois de changement de référentiel, c'est en fait c'est une loi de changement de coordonnées, mais coordonnées choisies au sein du référentiel R', de façon à rendre les choses le plus simple possible. D'accord? Encore une fois, après, je peux faire tout ce que je veux au système de coordonnées de départ, tout ce que je veux au système de coordonnées d'arrivée, et du coup, le passage de l'un à l'autre, ça peut très rapidement devenir l'enfer, mais on s'en fiche. Il existe une façon de définir des coordonnées dans R et dans R', telle que la loi de passage de l'un à l'autre soit bêtement ça. OK, ça, c'est la transformation de Galilée. Bien, alors maintenant, on va faire la même chose, mais on ne va plus supposer ça. Parce qu'il n'y a aucune raison de le supposer, et en fait, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Mais on va choisir des coordonnées définies de façon simple aussi, pour avoir la loi, le passage d'un système à l'autre aussi simple que possible. Et tout ce qu'on va faire, c'est donc on va rien supposer d'autre que l'espace est homogène, l'espace est isotrope, le temps est uniforme, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe, si ça se passe ici ou si ça se passe là, c'est pareil. Et ce sera valable évidemment pour les changements de coordonnées. Si je choisis des systèmes de coordonnées dans le référentiel R et dans le référentiel R', qui tous deux reflètent les propriétés intrinsèques de l'espace et du temps construits sur chacun des référentiels, c'est-à-dire l'homogénéité, l'isotropie, l'uniformité, donc si je choisis ces systèmes de coordonnées, eh bien, je vais voir comment passer de l'un à l'autre, simplement en implémentant justement les propriétés de l'espace et du temps. Alors, deuxièmement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Deuxièmement, où est-ce que je suis? Ah, pardon. Voilà. Deuxièmement. OK, alors deuxièmement, formalisation. On va écrire ce qu'on veut faire et puis après on va le faire. Donc, je regarde le monde du point de vue de R et de R'. Je choisis dans R un système de coordonnées cartésiennes avec son propre temps newtonien, uniforme, si vous voulez. Pareil dans R'. Et je vais regarder le même événement du point de vue de ces deux référentiels. Et je vais choisir, exactement comme on vient de le faire pour le Galilée, là, je vais choisir des systèmes d'axes de telle sorte que, à un moment, O coïncide, ou O' coïncide avec O, enfin c'est pareil, à T égale 0 et T' égale 0. Chacun met à 0 son horloge, qui n'est pas forcément la même maintenant, je ne sais pas. Chacun met à 0 son horloge au moment où O' passe sur O. Et O' décrit la droite OX dans le référentiel O. Donc,
enfin les deux sont galiléens. Donc le référentiel R' est en translation uniforme. Donc il va quelque part, si je prends un point quelconque dans le référentiel R', je l'appelle O', j'en fais l'origine de mon repère, il a une trajectoire, je dis que ça c'est l'axe X. Et je dis aussi que c'est l'axe X', la trajectoire de O par rapport à R'. Et puis pour les autres axes, c'est pareil, je prends les axes parallèles au sens où je dis que un objet qui est dans le plan O', X', Y', je dis qu'il est dans le plan X, O, Y. Et puisqu'il y a une translation, un plan reste un plan parallèle à lui-même et il reste le même plan si on se déplace le long du plan. Et pour le plan Y au Z, eh bien, je dis qu'il reste parallèle à lui-même. Donc je choisis des axes qui sont, tant qu'à faire, autant les prendre parallèles. C'est exactement ce qu'on a fait dans le cas précédent. Donc ça, c'est comme ça que je définis au sein de l'espace de R mon système d'axes et au sein de l'espace de R', le nouveau système d'axes. Attention, ce n'est pas le même espace. Un point de R' n'est pas un point de R, puisque au cours du temps, il décrit une trajectoire. En l'occurrence, puisque c'est une translation uniforme, chaque point d'un référentiel, c'est une droite de l'autre référentiel. Mais je choisis mon système d'axes de telle sorte qu'au sein de chaque référentiel, la trajectoire d'un point de l'autre soit une droite Y égale Z égale constante. D'accord? C'est-à-dire que ça se déplace suivant l'axe X partout. Et je peux le faire partout parce que l'espace est homogène. C'est-à-dire ça pourrait pas être ici une droite dans une certaine direction et ailleurs une droite dans une autre direction. Parce que ça veut dire que suivant qu'on soit là ou là, du coup, la trajectoire n'est pas la même. Alors, enfin... D'accord, c'est pas possible par homogénéité. Donc, je peux choisir des axes comme ça. Ça ne veut pas dire que les points de l'espace de R' soient les points de l'espace de R. Par contre, à chaque événement, chaque événement a, relativement à R', une position spatiale et un instant, donc une position temporelle, et relativement à R, il a aussi une position spatiale et une position temporelle. D'accord? Donc il a lieu en un point à un instant. Ces deux points ne sont pas les mêmes points. Ça n'a pas de sens de dire que c'est le même point, puisque ce n'est pas le même espace. Il n'est pas du tout construit pareil, et encore une fois, un point de l'autre, c'est une trajectoire, enfin un point de l'un, c'est une trajectoire de l'autre. Donc il ne s'agit pas de dire qu'ils ont lieu au même point et au même instant. Au contraire. Mais par contre, c'est le même événement. Et on va chercher le lien entre ces coordonnées. Donc, OK. OK, alors c'est simple. Comme je suppose rien, je vais juste dire que les coordonnées... Donc je vais considérer un événement quelconque, E. Et je vais dire que ces coordonnées dans R' sont des fonctions quelconques des coordonnées dans R. Le même événement E a pour coordonnées x, y, z, t dans R, et ça dans R'. Donc j'ai une certaine fonction f qui relie les coordonnées de l'événement dans R à la première coordonnée dans R'. Et puis j'ai une autre fonction g qui relie les coordonnées dans R à y'. Et puis j'ai une fonction h. Et puis, j'ai une fonction L. OK. Donc là, pour l'instant, je n'ai rien dit. J'ai juste dit, d'une façon ou d'une autre, les coordonnées de l'événement dans R' dépendent de l'événement dont je parle. Si je parle d'un autre événement, ce sera d'autres coordonnées. Et donc, dépendent des coordonnées de l'événement dans R. Donc, ça désigne entièrement un événement particulier. Et la question, c'est quelles sont les coordonnées de cet événement dans l'autre référentiel? A priori, ça peut être n'importe quoi. Cette fonction-là peut être exponentielle de racine, de sinus, de tangente, de je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Je ne sais rien. Je ne suppose rien.
D'accord? Par contre, ça en dépend d'une certaine façon. Laquelle? Alors, et donc, petit à petit, on va implémenter les contraintes. On va dire, ah oui, mais attention, l'espace est homogène. Ah, donc, ça ne peut pas être autre chose que ci et ça. Après, on va dire, ah oui, mais l'espace est isotrope aussi. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi, parce qu'il y a un moment, on va violer l'isotropie. Donc, on va juste implémenter les contraintes. On va dire, il ne faut pas violer l'homogénéité, il ne faut pas violer l'isotropie. Et on va voir quelles sont les formes possibles. Et à la fin, on va tomber sur, en fait, il n'y a qu'une forme possible. Ça s'appelle la transformation de Lorentz. Voilà le programme. Et vous allez voir que c'est très simple. Je ne sais pas quelle heure il est maintenant, mais voilà, il reste 1 heure. Je pense que c'est faisable. Petite heure. Oui, c'est faisable. Allez, on dit que c'est faisable et on le fait. Donc, première chose qu'on va faire, donc ça c'était la formalisation du problème. Troisièmement, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va écrire que l'espace est homogène. Oui ? Alors, effectivement, j'ai présenté le cas galiléen de façon à ce que ce soit le même schéma. Donc, il n'y a aucune différence, sauf que dans le cas galiléen, on a dit, ah, par contre, t' égale t. C'est-à-dire que la fonction L de x, y, z, t égale t. Ça ne dépend pas de x, pas de y, pas de z, c'est juste égal à t. C'est tout ce qu'on a fait. C'est ça l'hypothèse d'un temps universel. C'est qu'il est possible de choisir une coordonnée t' dans R', de telle sorte qu'en fait, à chaque fois qu'on a 2 événements au même instant t, ils ont aussi le même instant t'. Ok. Donc ça, la seule chose que je fais, c'est que j'arrête de supposer ça. Ok, donc homogénéité de l'espace... et je vais traiter les deux en même temps, et uniformité du temps. Alors ça, vous allez voir que c'est absolument redoutable. Ça va donner des contraintes sur ces fonctions colossales. Considérons 2 événements, x, y, z, t. Je vais le noter comme ça. Ça, c'est ses coordonnées dans R. Et donc, ça, c'est... événement E1, et puis un événement E2, un autre événement du monde, qui a pour coordonnées x plus dx, un petit peu à côté, quoi. Y plus dy, z plus... un petit peu à côté, puis un petit peu à un autre moment. Bon. Je peux prendre n'importe quoi, hein, mais voilà. Dans R. Alors ça, dans R', ça a pour coordonnées, c'est le même événement, on est d'accord, ça a pour coordonnées f de x, y, z, t, g de x, y, z, t, h de x, y, z, t, l de x, y, z, t. Très bien. Et puis lui, il a pour coordonnées, eh bien, f de x plus dx, y plus dy, g de pareil, h de pareil et l de pareil. Bon, d'accord? C'est ça l'idée. Bien. Maintenant, je peux m'intéresser à... donc, je sais que la distance le long de x entre ces 2 événements, le long de x dans le référentiel R entre ces 2 événements, c'est dx. Et la distance, là, c'est dy entre les deux, enfin, le long de l'axe y, etc. Bon, très bien. Quelle est la distance entre le long de l'axe x'? Quelle est la distance entre ces 2 événements? C'est les 2 mêmes événements. Ils ont une certaine distance entre eux le long de l'axe x'. Quelle est-elle? C'est dx' par définition. Alors, que vaut dx'? Comme vous le voyez, c'est ça moins ça, d'accord? C'est la différence des 2 x entre les 2 événements, enfin des 2 x' entre les 2 événements. Hein, puis ça, c'est x'. Et ça, c'est x' plus dx', tout simplement. C'est le nouveau x'. Donc, dx', il vaut quoi? Eh bien, il vaut f de x plus dx, y plus dy, z plus dz, t plus dt, ça c'est celui-là, moins celui-là, moins f de x, y, z, t. D'accord? J'ai rien dit de spécial. Bon, mais ça, cette fonction-là, alors évidemment, la fonction, je la suppose continue, oui, parce que les coordonnées, enfin, justement, les coordonnées, si je prends les coordonnées cartésiennes, j'ai une vraie notion de distance entre 2 points voisins. Enfin, entre 2 points quelconques, il y a une certaine distance qui est objective, elle est ce qu'elle est, et même s'il faut être au sein d'un référentiel pour la définir, hein, la distance spatiale, mais
elle est ce qu'elle est. Et évidemment, il y a une notion de voisinage, c'est-à-dire que deux points voisins sont à une distance petite. C'est ça qu'on appelle être voisin. Et donc, que deux événements soient voisins du point de vue d'un référentiel ou du point de vue de l'autre, ça doit être la même chose. C'est une hypothèse supplémentaire, si vous voulez, que je rajoute, mais cette hypothèse de continuité, elle est absolument conforme. Il ne se peut pas que, du point de vue d'un référentiel, deux événements ont lieu juste à côté, et dans un autre, ils ont lieu... Enfin, ça ne peut pas être discontinu. Ça peut ne pas être la même distance, ça, j'en sais rien, on verra. Mais par contre, si c'est petit, c'est petit. La notion de voisinage et de limite doit être la même. Tendre vers un point, ça doit vouloir dire quelque chose de façon intrinsèque. Bon, donc ces fonctions sont continues. Donc là, ce que je vois ici, c'est que là, j'ai simplement, j'ai f de x fois, ça c'est f de x, y, z, t, plus df sur dx, dx, plus df sur dy, dy. D'accord, je développe au premier ordre. J'ai pris un dx pour pouvoir me limiter au premier ordre, mais je peux l'écrire à tous les ordres, ce sera vrai quand même. Hein. Donc, plus df sur dz, dz, plus df sur dt, dt. Moins lui. Donc en fait, je vais le retirer, d'accord? Enfin, ça, c'est ça, moins ça, donc, hop, voilà. Donc en fait, dx' égale ça. OK. Eh bien, la magie arrive maintenant. Le truc, c'est que... donc, dx' peut dépendre de dx, peut dépendre de dy, peut dépendre de dz, peut dépendre de dt. Mais puisque l'espace est homogène, il ne peut pas dépendre de dx, dy, dz, dt d'une façon qui elle-même dépendrait d'où on se trouve. D'accord ? Bien sûr que dx' dépend de dx. Si j'ai un dx plus grand, je vais avoir un dx' plus grand a priori. Donc, ok, ça en dépend. Mais la manière dont ça en dépend ne peut pas dépendre d'où je suis. C'est-à-dire, si je fais un dx d'ici, ça correspond à un certain dx'. Si je fais un dx d'ici, ça doit correspondre au même x', au même dx'. Parce que sinon, ça veut dire que être ici ou être là, c'est pas pareil. Ou alors, il faudrait que les coordonnées elles-mêmes ne respectent pas l'homogénéité de l'espace. Mais c'est pour ça que je me suis mis en système de coordonnées cartésiennes, de sorte que dx ici ou dx là, c'est pareil. Le dx, il correspond à une longueur mesurée en mètres, qui est ce qu'elle est. Et donc, dx là et dx là, c'est pareil. Donc, le dx' correspondant à ce dx ici, je ne sais pas ce qu'il vaut. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il vaudrait pareil si j'étais parti d'ici au lieu de partir de là. D'accord ? Donc, le dx', oui? Est-ce que vous pourriez faire la même explication avec un schéma, s'il vous plaît? Ah, oui, pardon. Donc, je représente mes axes. Et j'ai deux événements, E et E plus DE, enfin, d'accord, enfin, E1 et E2, là, c'est mes deux événements, voilà. Donc, il y a un certain dx entre eux, ici. Ça, c'est le dx entre les deux, hein, si ça, c'est x. Et puis, donc ça c'est dans le référentiel R. Et puis, ces deux mêmes événements, je peux les considérer du point de vue d'un référentiel R', avec donc x' ici, y'. Alors, il y a un certain dx' ici, entre les deux, rapporté ici à x'. Alors, c'est peut-être pas la même échelle là-dessus, je ne sais pas, mais il y a un certain dx' ici. D'accord ? Donc, enfin, d'accord, ces mêmes événements ont pour coordonnées dans le référentiel R', x' qui vaut ça, et puis x' plus dx' qui vaut ça. Donc il y a un certain dx'. Tout ce que je dis, c'est que ce dx', il dépend de dx, évidemment. Alors, d'après Galilée, si les événements ont lieu au même instant, du coup, c'est les deux mêmes points, et donc dx' égale dx. D'accord, mais d'abord, les événements, ils n'ont pas forcément lieu au même instant. J'ai rien dit sur le fait que enfin, t plus dt de dt n'est pas forcément 0, mais peu importe. J'ai en tout cas une certaine distance dx' entre les deux événements et une certaine distance dx entre les deux événements, le long de l'axe x. Ce que je dis, c'est que si au lieu de partir de ces deux événements espacés de dx, j'étais parti de ces deux-là,
mettons ici, E3 et E4, situés dans la même disposition l'un par rapport à l'autre, au sein de R, il y aurait ici un certain dx. Si c'était le même dx, hein, puisque je pars de la même paire d'événements, juste je la mets ailleurs. J'ai un certain dx, j'ai aussi un certain dx'. Ce que je dis, c'est que le dx' d'ici doit être le même que celui-là, si le dx là est le même que là. Je n'ai pas dit que dx' était égal à dx. Ça peut être tout à fait autre chose. Le dx', il va dépendre de dx, de dy, de dz et de dt, a priori. Pour l'instant, c'est tout ce que je sais. Ça dépend de ça. Par contre, ça ne peut pas dépendre de dx, dy, dz, dt d'une façon qui dépendrait de la position de E1, c'est-à-dire de x, y, z, t. Si au lieu de partir d'ici, en x, y, z, t, je pars de ici, x3, y3, z3, t3, ça doit être la même chose, parce que sinon, ça veut dire que ce point-là et ce point-là, ce n'est pas le même. J'ai la même paire d'événements ici que là, je dois donc avoir le même écart ici ou là, vu de x', vu de r'. Est-ce que ça répond à votre question? Moi, c'était juste quand vous avez dit que la variation ne doit pas dépendre de... Ben, c'est ça. La variation, enfin, la fonction qui relie dx, dy, dz, dt à dx', cette fonction, c'est-à-dire cette équation-là, ne doit pas dépendre de la position, ça doit être indépendant de x, y, z, t. Peut-être vous verrez mieux si je dis que lui, il est en x1, y1, z1. Si je mets et t1, si je mets des 1... Oui, moi j'ai compris que c'est le fait de pouvoir translater l'événement. C'est ça. Qui doit être indépendant de x, y, z, t, c'est ça. Ça ne peut pas dépendre d'où je suis parti. J'étais parti de x, y, z, t, j'aurais peut-être dû l'appeler x1, comme ça vous l'auriez vu tout de suite. Ce dx, ça c'est le dx entre les deux là. Mais par contre, ça dépend de x1, y1, z1. t1. D'accord? Si je mets des 1 partout là, peut-être vous le voyez mieux comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la dérivée en ce point-là. Puis là, c'est la dérivée au même point, la dérivée au point où on est, quoi. Donc, si je suis à ce point-là ou si je suis à ce point-là, ça doit être la même chose. Je dois avoir le même dx'. Ça veut dire que ça doit être indépendant de x1, y1, z1, t1. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, merci, c'est beaucoup plus clair. Ok. Du coup, et alors, de toute façon, c'est le point le plus délicat, je dois dire. Et pourtant, vous voyez qu'il est simple. Donc, il y a un certain dx' associé à un dx, dy, dz, dt. Ça peut être une fonction, j'ai supposé ça peut être n'importe quoi. Par contre, ce qui est sûr, c'est que cette grandeur-là ne peut pas dépendre de la position. Ni celle-là, ni celle-là, ni celle-là. Autrement dit, dire que ça, c'est indépendant de x, y, z, t, ça veut dire que si je prends la dérivée seconde par rapport à x, y, z ou t, ça doit faire 0. Donc, ce que je viens de montrer, en conséquence directe de l'homogénéité, c'est que df sur dx2 égale df sur dy2 égale df sur dz2. Enfin, pardon, je vais vous troubler en disant ça. Ça, c'est égal à 0. Par ailleurs, df sur dy2 égale 0. Enfin, d2f, pardon, sur dy2 égale 0. Par ailleurs, d2f sur dz2 égale 0. Par ailleurs, d2f sur dx, dy égale 0. Par ailleurs, pareil avec t, d2f sur, je sais pas, dt, dz, ça doit être égal à 0. Bref, toutes ces dérivées premières doivent être indépendantes de chacune des 4 autres variables. Par homogénéité de l'espace, ça ne peut pas dépendre de ça. Par uniformité du temps, ça ne peut pas dépendre de ça. Vous imaginez, si dx', si pour un même dx, dy, dz, donc et dt, pour une même paire d'événements, si démarrer à un instant t ou faire la même chose mais à l'instant t', ça ne donnait pas le même dx, ça voudrait bien dire que tous les instants ne se valent pas.
Or, tous les instants se valent, c'est l'uniformité du temps. Donc, toutes ces fonctions-là ne peuvent dépendre ni de l'espace, ni du temps. Et donc, leurs dérivées secondes doivent être toutes nulles par rapport à chaque paire de variables. Et par conséquent, en fait, la fonction f, dont là, j'ai rien supposé, et donc dont j'étais prêt à accepter qu'elle puisse être absolument n'importe quoi, aussi complexe que ce soit, en réalité, juste en disant l'espace est homogène, le temps est uniforme, je viens de découvrir que cette fonction, en fait, elle est linéaire. Elle est linéaire dans toutes les variables, puisqu'il faut que les dérivées secondes soient nulles. D'accord? Pour la dérivée seconde par rapport à x est nulle, au mieux, ça peut être à x plus b, quoi. Mais c'est tout. Alors ça peut aussi dépendre de y, mais au premier ordre aussi. Parce qu'au deuxième ordre, il faut que ça fasse 0, enfin, quand on dérive deux fois. Donc, ce que je viens de voir, c'est que cette fonction... Alors évidemment, ce que j'ai fait pour x', je peux le faire pour y', pour z', pour t'. Hein? Si le dt', donc l'intervalle de temps entre deux événements qui ont les mêmes écarts relatifs, dépendait de la position où on est dans l'espace-temps, ça voudrait dire que suivant où on est, justement, c'est différent. Or, suivant où on est, ça ne peut pas être différent. L'espace est homogène, il est le même partout, et le temps est uniforme, il se passe la même chose partout. Donc rien, aucun des dx', dy', dz' et dt', aucun de ces grandeurs-là ne peut dépendre d'où on était parti pour faire notre petit écart entre les deux événements. Donc, toutes ces fonctions-là, qui pouvaient être absolument n'importe quoi, en fait, sont des fonctions linéaires. Waouh! Donc là, évidemment, ça simplifie. Hein. Alors, on va l'écrire et puis on va implémenter l'étape suivante. Donc, je vais réécrire là où on en est à chaque étape. Donc, par conséquent, finalement, j'ai x' qui vaut... Alors, je vais appeler ça... j'ai des coefficients A1x plus B1y plus C1z plus D1t plus une constante, mais notre choix d'origine va mettre la constante à 0, je l'écris pour l'instant. Ensuite, on a y' qui vaut A2x plus B2y plus C2z plus D2t plus une autre constante, mais on va la prendre égale à 0. Z' égale A3x plus B3y plus C3z plus D3t plus constante égale 0, plus constante qui sera égale à 0, et T' égale A4x, c'est un peu laborieux, mais on est d'accord que c'est conceptuellement trivial, plus D4t plus une constante. Maintenant, si je choisis l'origine des temps de telle sorte que en x égale y égale z égale 0 à l'instant t égale 0, c'est-à-dire au moins sur le point O à l'instant t égale 0, on a t' égale 0, ça c'était mon hypothèse du départ, bon bah la constante est nulle. Pareil, si je choisis de dire que au moment où O et O' sont l'un sur l'autre, bah, z' est égal à 0, enfin c'est-à-dire je mets l'origine des z là où il y a O', bon bah la constante est nulle et ces constantes sont nulles. Ouais. Rajouter des constantes, c'est juste faire une translation dans l'espace là et dans le temps dans le référentiel R'. Autant prendre le point qui coïncide hein, de telle façon que, enfin, de prendre les origines au moment où O' passe sur O à l'instant où ça se passe. Voilà. Donc, on est passé de n'importe quelle fonction pour x, y, z, t à ça. Avec, oui, évidemment, A1, B1, C1, D1, c'est plus des fonctions, là. C'est des constantes, c'est des nombres réels. D'accord? Quelconques. Enfin, quelconques pour l'instant. Et on va les contraindre davantage maintenant. Bon, mais déjà, ça simplifie. On ne peut pas avoir n'importe quoi. On peut avoir que ça comme transformation possible. Alors maintenant, on va implémenter l'isotropie de l'espace. Donc, quatrièmement, du coup, isotropie. Isotropie, alors, je vais dire que je vais prendre, genre j'ai toujours mon référentiel comme ça, z, x, y, x', y', z'. Bah, là, vous voyez bien que si je prends un événement E dans le plan
dans le plan x au z, d'accord, donc c'est-à-dire z égale 0, d'accord. Si je suis dans ce plan-là, eh bien, je suis aussi dans le plan x' au y', c'est-à-dire que z' égale 0, d'accord. Excusez-moi. Oui. J'ai une question, juste c'est peut-être une question bête, mais j'arrive pas là à retrouver comment vous arrivez aux dérivées secondes. Juste avant, vous avez dit que les dx' du coup ne dépendent pas de x, y, z, etc. Ouais. Et du coup, quand on fait la dérivée de dx' par rapport à x, par exemple, ça devrait faire 0. Mais du coup, ça fait d sur dx de dx' égale 0. Mais du coup, comment on arrive à vous d au carré f sur dx au carré, d'où sort le x au carré qui vient en dessous en fait? Non, c'est-à-dire, si j'ai ça, je refais qu'à 2 dimensions, par exemple comme ça. J'écris pas les 4, j'ai ça. Donc, j'ai ça qui est indépendant de x et de y, d'accord? Et de z et de t. Ça veut bien dire que, donc ça, c'est une fonction. C'est une fonction qui ne dépend pas de x. Donc, si je dérive cette fonction, je l'appelle grand f, cette fonction. Ça veut dire que si je fais d grand f sur dx, ça fait 0, puisque ça ne dépend pas de x. Et puis d grand f sur dy, ça fait 0, puisque ça ne dépend pas de y. Et pareil pour z et pareil pour t. Donc vous voyez que d2f sur dx2, parce que ce grand f, c'est cette fonction-là. C'est df sur dx. Donc si je dérive df sur dx par rapport à x, ça me fait d2f sur dx2, petit f. Ouais? Non? Je vois pas bien ce qui vous gêne. Si, merci. Ah, c'est bon? Non, oui, je croyais que c'était on dérivait le dx' en fait. Non, voilà, on s'intéresse, ces fonctions ne dépendent pas des coordonnées, donc leurs dérivées sont nulles. Ok? D'accord, merci. Voilà. Ok, donc si un événement est dans le plan x au y, il est aussi dans le plan x' au prime y'. Encore une fois, j'aurais pu choisir des coordonnées en mettant des axes ici dans le deuxième référentiel, là, dans le référentiel R', j'aurais pu choisir d'autres axes. Why not? Mais justement, je les prends pour que ce soit facile. Donc, je définis, comme je disais, je définis le plan là, x' au prime y' comme celui dans lequel se déplace un objet qui serait plan dans le référentiel, qui serait le plan OXY. Donc, j'ai choisi mes axes de telle façon que j'ai ça. Ok, donc déjà, et si vous voulez, alors j'invoque l'isotropie aussi là, invoquer l'isotropie, c'est déjà fait dans l'idée que justement les plans restaient parallèles à eux-mêmes. Parce que s'ils restaient pas, si pendant le mouvement, un plan restait pas parallèle à lui-même, ça voudrait dire donc il dévierait, il y aurait un angle. Mais pourquoi un angle dans ce côté-là plutôt que de celui-là? S'il y avait un angle, ce ne serait pas isotrope. Parce que pourquoi par là? Ça veut dire, ah bon, par là, c'est différent de par là. Vous voyez bien que ça ne va pas. Donc, l'isotropie impose en fait que les plans restent parallèles à eux-mêmes, forcément. Donc, bref, tout ça pour dire qu'un événement qui a z égale 0, quel que soit son x, son y, et quel que soit l'instant de cet événement, si son z égale 0, son z' doit être égal à 0, forcément. Ah, peut-être j'aurais dû dire avant que, attention, quand on fait un changement de référentiel, évidemment, à vitesse constante de galiléen, on brise l'isotropie de l'espace, en fait, parce qu'évidemment, du coup, il y a une direction privilégiée. C'est la direction dans laquelle il se déplace, bien sûr. Mais uniquement cette direction-là. C'est-à-dire que ça reste isotrope, enfin, ça reste invariant par rotation autour de l'axe en question. Ça reste isotrope partout ailleurs. Mais évidemment, on ne peut pas aller exiger en plus que ce soit isotrope, que la direction X se comporte comme toutes les autres, puisqu'on fait la translation dans cette direction-là. Donc, par contre, ce que je vais dire, c'est que aller
aller perpendiculairement à x vers y ou vers z ou dans n'importe quelle autre direction, ça c'est pareil, par isotropie. Donc, ok, changement de référentiel, forcément, puisqu'il y a un mouvement entre eux, ça brise l'isotropie, puisqu'il y a forcément une direction de ce mouvement, mais uniquement dans cette direction, on brise l'isotropie. Donc, voilà. Bref, tout ça pour dire que si z égale 0, alors z' égale 0, bah, il suffit de regarder là, ça veut dire, comment est-il possible que z' égale 0, dès lors que z égale 0, quel que soit x, y et t? Si z égale 0, on a ça, et on doit avoir ça égale 0, quel que soit x, y et t. Bon, bah c'est simple, il faut qu'A3 soit nul, que B3 soit nul, et que D3 soit nul. Il n'y a pas d'autre façon, d'accord? Ça doit être vrai, oui, j'aurais peut-être dû le dire, excuse-moi, quel que soit x, y, t. Un événement qui est dans ce plan-là, il est dans ce plan-là. Et ce plan-là, vu du référentiel R, ça veut dire son z égale 0, et vu du référentiel R', par définition de notre choix de système d'axe, ça veut dire x' égale 0. Donc, quel que soit x, y, t, si z égale 0, z' doit être nul, donc ça c'est oui, donc ça c'est 0, ça c'est 0, ça c'est 0. Ah ben on a sacrément simplifié l'affaire là. En fait, la fonction FGH, la fonction h de x, y, z, t, qui pouvait être absolument n'importe quoi, en fait, c'est juste C3 fois z. Enfin, une constante fois z. Waouh! Pareil pour y, bien évidemment. Maintenant, si je prends un événement qui est dans le plan y au z, il reste parallèle à lui-même, c'est-à-dire enfin, bon, en fait, je vais faire mieux que ça, je vais invoquer l'isotropie dont je parlais, on peut le faire comme ça, mais je suis obligé de spécifier un instant puisqu'il y a un mouvement. Je vais juste dire, la direction z', elle est absolument... Ah oui, non, c'est que c'était pas dans le plan y au z, c'est dans le plan, oui, c'est pour ça que ça marchait pas. Si je me mets dans le plan du tableau, x', O', z', je suis dans le plan du tableau aussi x au z, comme ça que je les ai définis, et donc y égale 0 doit impliquer y' égale 0, quel que soit x, z et t. Et donc, ça c'est 0, ça c'est 0, ça c'est 0. Autre façon de dire, c'est que ce qui se passe dans la direction z et dans la direction y, ça doit être pareil. D'ailleurs, ça doit tellement être pareil que on peut pas simplement... Enfin, donc on peut dire ça, d'accord? Forcément, ça ne peut pas dépendre de x, z et t, puisque à chaque fois qu'il y a z, y égale 0, quels que soient les autres, on doit avoir y' égale 0. Mais en plus, maintenant, par isotropie à nouveau, non seulement y' c'est B2y, mais en fait, le B2, ça doit être le même que le C3. Parce que sinon, ça veut dire qu'il y a la direction y, elle n'est pas la même que la direction z. Donc, ce C3, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais ce que je sais, c'est que le B2, il vaut pareil. D'accord? Donc, je vais écrire là, du coup, je vais tous les deux les appeler B2. Donc, y', c'est un certain B2 fois y, je ne sais pas quoi, mais B2, nombre réel, et z', c'est B2z. Donc, vous voyez, on a encore considérablement simplifié la situation, juste en disant, attendez, l'espace est isotrope. Donc, pan. Alors, je ne peux pas faire pareil pour x', parce que justement, dans la direction x, évidemment, on fait quelque chose, on se déplace dans la direction x. Donc, en particulier, évidemment que x' va dépendre du temps. Parce que le x' du point... Oui? Allez-y. Juste là, du coup, on suppose qu'on est dans un mouvement juste de translation par rapport à x. Ah oui, absolument. On passe d'un référentiel galiléen à l'autre, hein, c'est ce que j'avais expliqué dans la première partie, et je choisis d'appeler direction x la direction de translation uniforme entre les deux référentiels. D'accord, mais si par exemple on a un référentiel non galiléen donc en rotation, ces lois, c'est pas possible. Ah oui, je peux rien dire. Enfin, peut-être qu'il faut réfléchir autrement et qu'on arriverait à dire des choses, etc. Mais en tout cas, là, si vous me dites je passe d'un référentiel à un autre qui fait n'importe quoi quelconque, si vous ne me dites pas ce qu'il fait, c'est sûr que je ne vais pas pouvoir trouver grand-chose à dire. Donc, je suis d'accord. Ce que je fais là, c'est de regarder ce qui se passe quand je passe d'un référentiel galiléen à un autre. Et ce qu'on va voir, c'est que ça suffit pour découvrir la structure de l'espace-temps. Parce qu'une fois qu'on voit ce qui se passe pour le changement de référentiel galiléen, maintenant vous pouvez mettre un référentiel accéléré par rapport à un référentiel galiléen, et puis vous en déduirez ce qui se passe aussi. Hein. Mais là, je cherche, comme je disais,
tous les référentiels ne se valent pas. Ce n'est pas possible si on écrit les lois de la physique en faisant appel à des grandeurs qui dépendent explicitement du référentiel, comme la vitesse. Donc si on veut écrire un truc du genre m dv sur dt égale force, forcément ça fait référence à un certain référentiel, puisque v n'est défini que dans un référentiel. Donc tous les référentiels ne se valent pas. Donc je ne peux pas espérer que les lois de la physique soient les mêmes, soient indépendantes du référentiel, mais écrites en termes de grandeur qui dépendent du référentiel. Donc ce que je fais, c'est que je sélectionne une classe de référentiels qui sont équivalents. Et là, les lois de la physique doivent être les mêmes dans l'un ou l'autre, puisqu'ils sont équivalents. Mais ils ne sont pas tous équivalents. Pour qu'ils soient équivalents, il faut qu'ils soient en translation uniforme l'un par rapport à l'autre. Donc voilà ce que je fais. OK? Bien, alors j'en suis là, c'est pas mal. On va implémenter autre chose maintenant. Monsieur, oui? Est-ce que vous pouvez expliquer votre argument pour déterminer B2Y? Bah, c'était le même que pour Z. On avait, je dis que j'ai un O', X', Y', Z'. Je choisis un événement E qui, tel que Y égale 0. Ah, donc, d'accord, tac, 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 O. Y égale 0. Donc, je suis dans le plan X au Z. D'accord? Y égale 0. Donc, je suis dans le plan du tableau, là, si vous voulez. Si je mets Y qui pointe là derrière. Je ne le fais plus en perspective. Voilà. Je suis dans le plan du tableau. Si Y égale 0, j'ai aussi Y' égale 0. C'est-à-dire je suis dans le plan X' au Z', qui sont le même plan. Or, j'avais Y' qui vaut A2X plus B2Y plus C de Z, plus C de Z, plus D de T. Mais ça doit être vrai, quel que soit x, z, t. Si y égale 0, y' égale 0. Donc, si y égale 0, j'ai ça qui vaut 0, mais je dois avoir y' égale 0 tout le temps, quel que soit x, quel que soit z, quel que soit t. Bah, il faut donc que ça soit nul. Et ça aussi, et ça aussi. D'accord ? Ok. C'est la même chose que... C'est la même chose, voilà. Donc effectivement, il n'y a que le terme qui dépend de y qui peut ne pas être nul, et donc je le mets comme ça. Mais par contre, ça doit être le même que pour z, puisque ce qui se passe sur l'axe y et sur l'axe z, c'est pareil, par isotropie. OK. Alors maintenant, on va introduire... Ah, alors on va continuer... Alors, ouais, en fait, on va continuer sur l'isotropie. On a déjà utilisé 2 fois l'isotropie. Une fois pour dire que Z' ne dépendait que de Z. Une fois pour dire que Y' ne dépendait que de Y. Ensuite, pour dire que Y et Z, c'est pareil, donc ces deux-là sont les mêmes. Et maintenant, encore une autre fois, on va implémenter l'isotropie d'une façon intéressante. Je dessine que l'axe X ici. Et je vais prendre un événement qui est l'événement 0. Je vais mettre les... Voilà. Et puis, je vais prendre un événement E1 ici. Alors, cet événement E1, je vais le prendre. Donc, l'événement 0, c'est en x égale 0, 1, y égale 0, et t égale 0. D'accord ? Toutes les coordonnées nulles. L'événement E1, il va avoir lieu en x égale 0, en y, je ne sais pas quoi, z, je ne sais pas quoi, et t égale 0. En fait, bon, par exemple, je vais le prendre, je vais juste le prendre y1, z égale 0, et t égale 0, par exemple. Et puis, je vais prendre l'événement E2 en x égale 0 aussi. Je vais prendre moins y1, donc je prends le symétrique de l'autre côté, sur l'axe y, donc là j'ai l'axe y. Bon, j'aurais peut-être dû l'appeler z, bon, trop tard. Okay. Moins y1, z égale 0, t égale 0. D'accord ? Donc je prends 2 événements qui ont lieu à l'instant initial, l'instant t égale 0 du repère R, donc ça c'est des coordonnées dans R. Et
je le prends, suivant l'axe Y, je le décale ouais, je vais l'appeler petit a. Voilà. Je vais en petit a et là je vais en moins a. Y1 égale moins a. Enfin, Y égale moins a. Okay. Donc il y en a un que je décale de petit a vers le haut et l'autre que je décale de petit a vers le bas. Okay. Alors le point clé là, c'est que l'écart entre les deux, la situation relative de l'événement E1 par rapport à l'événement 0, c'est la même que la situation relative de l'événement E2, enfin de l'événement 0 par rapport à l'événement E2. D'accord? L'écart entre ça et ça, c'est le même qu'entre ça et ça. OK? Par conséquent, l'écart dx' entre, je vais le dire, entre 0 et E1 doit être le même que l'écart dx' entre E2 et 0. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voilà deux événements. Ils ont des coordonnées dans R' qui sont... Alors, les événements, les coordonnées de celui-là dans le référentiel R', on le connaît, c'est 0, 0, 0, 0 aussi, dans R'. Par définition, j'ai choisi l'origine dans R' au même moment et au même endroit que l'origine dans O, au moment où ils sont l'un sur l'autre. Cet événement-là, il a ces coordonnées-là dans le référentiel R, et dans le référentiel R', il a des coordonnées, je ne sais pas ce que c'est, il a des coordonnées. OK. Je vais l'appeler Y1, puisque c'est l'événement E1. Et celui-là, je ne sais pas quelles sont ses coordonnées dans le référentiel R', je les appelle X2, X'2, Y'2, Z'2, T'2. Pour l'instant, je ne sais pas grand-chose de plus. Par contre, ce que je sais, c'est que la différence en X' ici, entre ces deux-là, et la différence en X' ici, entre ces deux-là, entre lui et lui, ça doit être la même. Parce que cet écart-là, entre là et là, c'est le même qu'entre là et là. Donc, si avoir un certain écart en partant d'ici, ou avoir le même écart en partant de là, ça ne donnait pas la même chose, alors l'espace ne serait pas homogène. D'accord? Donc, le dx' entre O et E1 doit être le même que le dx' entre E2 et E0, parce qu'ils ont la même disposition relative. Hein? Encore une fois, sinon ça voudrait dire que partir de là ou partir de là, c'est pas pareil. Forcément, c'est pareil. Donc le dx' doit être le même. OK? Mais de la même façon, le dy' doit être le même, le dz' doit être le même, et le dt' aussi doit être le même. Idem pour dt', dy', dz'. OK. Alors, que vaut-il Alors, il me semble que j'avais déjà supprimé un autre truc. Non, non, ça va. Non, ça va. OK. Alors, OK, bah voyons ce que c'est. Le dx'. Alors, prenons celui-là. Le dx' entre 0 et E1. Enfin, le delta x', si vous voulez. Enfin, l'écart en x'. Bon, bref. Je vais le mettre delta. Après tout, c'est pas forcément... J'ai mis petit a qui n'est pas infinitésimal. Ça pourrait être grand, peu importe. Si c'est petit, c'est petit. Si c'est grand, c'est grand. Donc, en tout cas, l'écart suivant x' entre les deux, c'est quoi? Eh bien, ça va être... Alors, le deuxième, il est en A1... Ah bah, A1 fois 0, oui, c'est ça.
Donc on est d'accord, hein, E1, c'est 0 à... J'ai envie de le décaler suivant Z, excusez-moi. Je vais mettre B suivant Z, il n'y a pas de raison. Et là, je mets moins A, moins B. Je mets l'oppose, enfin, d'accord, je mets le symétrique par rapport à O. On verra. Comme ça c'est encore plus simple. Encore plus général. Oh, non. Excusez-moi, j'essaie d'être pédagogique et général en même temps, mais faisons ça, on verra. Donc, excusez-moi, je remets 0. Donc, Z égale 0, T égale 0, X égale 0. Donc, X' de E1, c'est A1 fois... Ah, j'aurais pas dû l'appeler A, du coup. Je l'ai appelé L. Je l'ai décalé de L. Et là, de moins L. Non, parce que sinon, je vais avoir A ici, ça va être compliqué. Donc, j'ai A1 fois L. OK. Ça, c'est X'1. J'ai appliqué la transformation. Je ne sais pas ce que vaut A1, mais enfin, il y a un certain A1 tel qu'on est ça. Donc, X'1 vaut AL. Et maintenant, X' de 0, là, bah, ça, on le sait, c'est 0. C'était le point de départ. Donc, le delta X' ici, bah, c'est A1L. OK, très bien. Bon, et maintenant, ici, j'ai X'2. J'ai X'0 qui vaut 0, toujours. Et j'ai X'2 qui vaut quoi? X'2, ben, j'applique cette transformation à ces coordonnées-là. Donc, je vais avoir, alors... Monsieur? Oui? Attendez, je finis juste ça. Donc, X vaut 0, Z vaut 0, T vaut 0. Donc, j'ai B4 fois moins L. Donc, j'ai moins B4L. D'accord? Et donc, ça me donne delta X', c'est-à-dire ça moins ça, qui vaut B4L. Oui, je vous écoute? Oui, pourquoi pour X1', le coefficient, c'est A1 devant? Bah, c'est celui-là. Bah oui, mais c'est pas Y qui est égal à L. Ah, merci. Merci, c'est B1 ici, c'est ça. Oui, pardon. Merci beaucoup. Merci. Vous avez absolument raison. Oui, bien sûr. Pardon. Merci. Merci. B1L. Oui, absolument. OK. Donc maintenant, ça moins ça. Monsieur, oui. pourquoi pour X2 on a le B4 qui vient? Parce que B4 il n'est pas lié au temps. Ouais, c'est Oh, ouais, je me perds. Ah bah si, non, si, c'est bon. Ah oui, non. Excusez-moi, non, je fais n'importe quoi. Oui. Donc, pardon. Je suis perdu. Donc, c'est à nouveau B1. C'est ça? Oui. Oui, X'2. Oui, c'est à nouveau B1. Moins B1L ici. C'est ça? Je me suis perdu. Non, c'est ça. X'1, ça vaut ça, on est d'accord. X'0, ça vaut ça. Et maintenant, X'2, ils valent tous 0, sauf Y qui vaut moins L. Et donc, ça fait moins B1L. OK. Et donc, maintenant, donc le delta X', c'est X'1 moins X'0, ça fait ça. Et l'autre, ça fait ça. Mince. Et donc, on trouve que c'est égal. Bah oui, évidemment que c'est égal. Mince. Bah oui, évidemment, parce qu'on a déjà implémenté l'homogénéité. Bah oui. Donc, OK, on trouve que c'est égal, mais évidemment que c'est égal. Alors, c'était quoi mon point, là? Ça nous apprend rien de nouveau, là, que ce soit égal. Mince. Ah, ça y est, j'y suis. D'accord, donc, OK, le delta X' est égal au delta X', on le savait. Donc, ça, c'est vrai, mais on l'avait déjà implémenté, donc on n'apprend rien de nouveau. Néanmoins, on a ça.
Voilà. Donc j'efface ça. Enfin, c'était pas faux, j'ai juste perdu du temps pour rien, puisqu'on l'avait déjà dit. Par contre, c'était ça, effectivement, qu'il fallait calculer là. On a les coordonnées. Donc, on a x'1. Donc, x'1, c'est B1L. Et x'2, c'est moins B1L. Oui, en fait, la façon dont je voulais le faire, c'était pas de le calculer en appliquant ça, c'était reprendre le raisonnement de l'homogénéité pour directement écrire ça. Mais vu qu'on avait déjà ça, il suffisait de le calculer. Bon, donc on l'a fait, x'1 vaut ça, x'2 vaut ça. Mais maintenant, attention, isotropie de l'espace, quand on est passé de O à E1, on s'est juste décalé de L dans cette direction-là. Quand on est passé de O à E2, on s'est décalé de L dans la direction opposée. Mais toutes les directions se valent. Alors, toutes les directions orthogonales à x se valent. Donc, se déplacer par là, ou d'ailleurs n'importe où autour, c'est pareil. Donc, le delta x qui en résulte, le delta x, et donc le x qui en résulte, le x' qui en résulte, ne doit pas dépendre si on est parti par là, ou par là. Enfin, toutes les directions orthogonales à l'axe se valent. Par conséquent, en fait, on doit avoir x'1 qui est égal à x'2. D'accord? Parce que le x'1, c'est quoi? C'est juste le x' qui résulte du fait qu'au lieu d'être sur l'axe, on se déplace dans une certaine direction. Ben oui, mais si je me déplace dans la direction opposée, ça me fera le même x', puisque rien ne dépend de la direction orthogonale à x. Donc, ça, c'est le raisonnement. L'isotropie nous dit que x'1 égale x'2, et l'homogénéité, déjà traduite là-dedans, nous dit que x'1, c'est moins x'2. Les deux sont vrais. Ça, c'est vrai par homogénéité, ce qu'on a repris ou ce qui était déjà implémenté là-dedans. Là, du coup, il a suffi de le calculer. Donc, l'homogénéité nous dit que x'1 égale moins x'2, et l'isotropie nous dit que x'1 égale x'2. Bah, il n'y a aucun problème. Ça veut dire qu'ils sont nuls, tous les deux. Donc, c'est ça la conclusion. x'1 égale x'2 égale 0. Monsieur, Oui? vous dites que x'1 égale x'2 par rapport au déplacement, mais pourquoi on parle de déplacement alors que t égale à 0? Non, je parle de déplacement, pas dans le temps, de décalage dans l'espace. C'est-à-dire, je considère deux événements, dont l'un, c'est l'événement O, et l'autre, c'est l'événement qui a lieu au même instant t égale 0, mais ailleurs, dans la direction Y. Enfin, là, au-dessus. Et puis après, je prends l'autre événement qui a lieu au même moment du référentiel R. Ça, j'ai le droit de dire au même moment dans un référentiel. Je synchronise les horloges au sein du référentiel. Donc, au même moment, t égale 0, je prends celui qui est là. Bah, le x' doit être le même que celui-là. Que même si je m'étais décalé d'autant par là. C'est ça que je veux dire. Vous êtes d'accord? Oui. OK. Donc, donc, je me suis décalé suivant y, et vous voyez que ça ne doit pas en dépendre. Si je m'étais décalé suivant z, c'est pareil, toutes les directions se valent. Donc, en fait, quel que soit y et quel que soit z, si x égale 0 et t égale 0, on doit avoir x' égale 0 et t' égale 0, puisqu'en fait, le même raisonnement vaut pour t'. Là, si je calcule le t' d'ici, là, t'1, d'après ça, ça me dit que ça doit être égal à, alors x égale 0, y égale L, donc ça fait B4L, et puis tous les autres sont nuls, voilà. Et puis ici, j'ai t'2 qui vaut moins B4L, oui, moins B4L, d'accord? Voilà, très bien. Ça, c'est la transformation, donc c'est la conséquence de ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire l'homogénéité. Mais maintenant, bien sûr,
en réalité, se trouver là ou se trouver là, c'est pareil, c'est isotrope, donc le T' ne peut pas être différent. Donc en fait, on a ça, certes, mais on a aussi ça égale ça. Donc on a aussi T' qui vaut 0, dans les deux cas. Donc, il faut que, quel que soit Y et quel que soit Z, si X vaut 0 et T vaut 0, il faut que, quel que soit Y, quel que soit Z, on ait X' égale 0. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut que ça soit nul, et ça aussi. Et de même, dès lors que X égale T égale 0, si on est à X égale 0 en T égale 0, alors quel que soit Y, quel que soit Z, on doit avoir T' égale 0, ce qu'on vient de voir là. Donc ça est nul et ça est nul. Voilà. OK? Bon, malheureusement, le temps est passé plus vite que je l'espérais. Monsieur, Oui? est-ce que vous pouvez expliquer le X'1 égale à X'2? Oui. Je prends... OK. J'ai cet événement-là. Celui-là, c'est quoi sa situation par rapport à celui-là? C'est l'événement qui a lieu au même instant de R. Hein, je définis les événements dans le référentiel R. Donc, c'est l'événement qui a lieu au même instant, T égale 0. En X égale 0, mais en fait, donc, au même instant et au même endroit, mais décalé de L dans une certaine direction orthogonale à l'axe OX. D'accord? Même instant, mais juste décalé orthogonalement à l'axe OX. Et ça produit éventuellement un certain X', c'est-à-dire vu du référentiel R', il se retrouve à un certain X'. Bon, ok. Maintenant, ce que je dis, c'est que, et ce X', on sait combien c'est B1L. Bon, très bien. Mais maintenant, si au lieu de considérer l'événement qui est décalé de petit l par là, je prends l'événement qui est décalé de petit l par là, ou par là, n'importe où ailleurs dans le plan orthogonal, ça se vaut, il y a une invariance par rotation complète autour de l'axe. Encore une fois, c'est isotrope, on a singularisé l'axe, mais autour de l'axe, toutes les directions se valent. Donc, si considérer un événement par là, ça lui donne un X' qui vaut quelque chose, le même événement par là, décalé par là, doit donner le même X'. Est-ce que vous êtes d'accord? Je ne suis pas sûr de bien comprendre cette... Ok. Ok, alors, là, on est d'accord que l'axe O'X', c'est le même que l'axe OX, en fait. Hein, c'est comme ça qu'on les a définis. Ils glissent l'un sur l'autre. L'origine se déplace, mais ils glissent l'un sur l'autre. Donc, je considère l'événement 0. L'événement 0, il correspond à l'événement 0'. C'est ces coordonnées-là. D'accord ? Maintenant, je considère l'événement, celui-là. Là. 0, sauf que je me suis décalé de L. Ça, peut-être qu'une fois que je lis cet événement qui est bien défini, que je lis ses coordonnées dans R', peut-être qu'il a un X'1 qui n'est pas égal à 0. Peut-être. D'accord ? Donc ça veut dire que du point de vue de X', c'est comme s'il s'était décalé un peu vers l'avant, par exemple. Ou un peu vers l'arrière, si X' est positif ou négatif. Bon, admettons qu'il soit décalé. Alors vous me direz, ça a l'air de violer l'isotropie. Comment ça pourrait aller dans un sens plutôt que dans l'autre? Ah oui, mais R' et R, ils sont pas... Enfin, c'est pas isotrope le long de X'. Donc c'est pas... Il pourrait y avoir a priori un décalage vers X' positif. Ça pourrait. D'accord, mais il y a invariance par rotation comme ça. Donc le petit décalage qui interviendrait dans X', ça doit être le même. Si je fais une rotation, ça doit être le même, si vous voulez. Si vu de X', ce truc-là est décalé comme ça, je dois avoir un espèce de cône là comme ça, je sais pas. Enfin, d'accord. C'est-à-dire le delta X', enfin le nouvel X' correspondant à cet événement-là, doit être le même si je m'étais décalé de l'autre côté. D'accord? Peut-être que ce décalé, ça introduit un X' qui n'est pas nul, mais se décaler par là ou par là ou par là, ça ne peut pas faire de différence puisque l'espace est isotrope. Donc le X' éventuel, le décalage en X' que subit cet événement, du fait qu'on change de référentiel, donc cette valeur-là,
Elle peut ne pas être nulle, mais elle doit à coup sûr être la même que celui-là. Or, par ailleurs, on a montré par linéarité, donc par homogénéité, qu'en fait, elles étaient opposées, ces deux valeurs. Enfin, si elles sont à la fois égales et opposées, c'est qu'elles sont nulles. Est-ce que ça répond mieux? Oui, c'est bon. Ouais. Est-ce que vous pouvez rapidement revenir sur la démonstration du fait qu'elles soient opposées? Alors, elles sont opposées. Alors, je l'avais refait en disant que l'écart là doit être le même que là, mais en fait, c'était une mauvaise approche puisque on retrouvait qu'elles étaient égales, mais c'était pas la bonne approche. La bonne approche, c'est celle-là, c'est que j'ai déjà, parce que j'ai déjà implémenté l'homogénéité, je sais déjà que la transformation elle a cette forme-là. Donc là, il suffit que je le calcule. Le x', je le connais. Si je connais x, y, z, t, je les mets là-dedans et je vais trouver le x'. Donc faisons-le. J'ai x vaut 0, donc ça fait 0. Y vaut L, donc ça fait B1L. Et puis ça fait 0, et puis ça fait 0. Donc le x'1, c'est B1L. Je l'ai juste calculé. Et puis le x'2, bah c'est pareil. Je connais x, y, z, t. C'est 0 moins L, 0, 0. Bah donc je mets 0 moins L, 0, 0. Et je calcule x', et ça fait 0 moins B1L, 0, 0. Donc je vois par simple calcul, puisqu'on a déjà réduit les transformations possibles à juste celle-là, avec des valeurs que je ne connais pas encore de A1, B2, etc. Mais donc je sais que le x' de cet événement-là, c'est B1L. Et le x' de cet événement-là, c'est moins B1L. Voilà. Et ensuite, l'isotropie me dit, ouais, mais en fait, ils doivent être le même. Ah bon, bah alors B1L vaut 0. Quel que soit L, donc B1 vaut 0. OK? OK. Et bien évidemment, le même raisonnement se fait sur Z, et donc si B, parce que toujours par isotropie, donc B1 vaut 0 en fait, et C1 vaut 0. Et pareil pour le temps T, d'un côté, j'ai qu'à calculer la valeur, puisque j'ai l'expression, donc je mets 0, L, 0, 0, 0, L, 0, 0, et je vois que ça fait B4L. Après, je mets 0, moins L, 0, 0, et je vois que ça fait moins B4L. Et après, je dis, ah ouais, mais attendez, ce qui se passe dans cette direction-là ou dans cette direction-là, c'est pareil. Donc, en fait, T'1 doit être égal à T'2. Donc, en fait, T'1 égale 0 et T'2 égale 0. Donc, le T' vaut 0 dès lors que X et T valent 0. Donc, ça, c'est nul. Et ça, c'est nul. Donc, on en est là. Et peut-être, malheureusement, il va falloir qu'on s'arrête là. Enfin, moi, je veux bien continuer, mais il va se faire tard. Donc finalement, on en est là, et on repartira de là la prochaine fois, c'est pas grave. C'est une bonne étape pour s'arrêter. Voilà, on a implémenté, donc on est d'accord, uniquement l'homogénéité. Ça tout de suite, ça nous a réduit toutes les fonctions possibles à juste des fonctions linéaires, ça simplifie. Et ensuite, on a utilisé l'isotropie de différentes façons. Et on voit que la transformation la plus générale possible, en choisissant des systèmes de coordonnées qui vont bien, c'est-à-dire des axes parallèles entre eux, enfin, etc. Et puis des coordonnées cartésiennes, enfin on fait le plus simple possible, mais ayant fait ce choix, la transformation la plus générale possible, elle a forcément cette forme-là. Je ne sais pas ce que vaut D1, A1, B2, etc., mais je sais que ça s'écrit comme ça. Et ce qu'on fera la prochaine fois, c'est qu'on va implémenter la définition de la vitesse entre R' et R, parce que là, à aucun moment, on a dit que R', ce n'était pas n'importe quel référentiel, c'est celui qui va à la vitesse V0 par rapport à R. Donc, il y a un moment, il y a V0 qui va apparaître ici. Donc, on va faire ça. Et puis après, on implémentera, on dira que, par exemple, aller à V0 par là ou aller à moins V0 par là, c'est pareil. Et donc, on va voir qu'il y a des contraintes. Bref, on va implémenter 2-3 étapes de plus comme ça, pas plus difficiles que celle-là. Là, peut-être, ça vous paraît un peu confus parce qu'il faut faire attention à ce qu'on écrit, mais c'est que des manipulations élémentaires. Donc on va faire pareil, on va implémenter 2-3 étapes de plus, et on va voir qu'il n'y a pas d'autre solution qu'une certaine transformation bien particulière, qui est la transformation de Lorentz. Et donc on verra, on aura ainsi montré que la transformation de Lorentz, c'est juste une conséquence de la structure qu'on connaît déjà de l'espace et du temps, enfin en tout cas que nos sens ou que notre représentation du monde nous dicte, homogénéité, isotropie et uniformité du temps, et que par conséquent, ben voilà, il faut accepter les choses telles qu'elles sont, parce que c'est ça qu'implique
ce qu'on sait de l'espace et du temps. Donc, pas la peine d'essayer de concevoir autre chose. Enfin, on pourrait se tromper sur la nature de l'espace et du temps, mais au minimum, c'est ça qui se passe. Bon, est-ce que... On s'arrête là, du coup, j'aurais bien aimé finir, mais ça va prendre trop de temps maintenant. On finira la prochaine fois. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ces étapes? Oui, monsieur, comme on avait montré que la transformation s'écrivait de la forme, qu'on avait quelque chose de linéaire, comme AX plus B, on a dit on peut prendre B égale 0. Oui. Est-ce que vous pouvez rappeler Oui, donc si là j'ai plus un x0, bah à ce moment-là, j'ai qu'à faire un changement d'origine. Si vous voulez, une autre façon de le dire encore plus simple, c'est que j'ai déjà choisi l'origine de telle sorte que j'ai choisi l'origine de l'espace et du temps de telle sorte que l'événement 0000 corresponde à 0000. Donc si là-dedans je mets x égale 0, y égale 0, z égale 0, tout ça, ça va faire 0. Et donc je dois avoir x', y', z', qui valent t' qui valent tous 0. Et donc ça c'est 0, ça c'est 0, ça aussi et ça aussi. Donc vous pouvez les rajouter, les constantes, mais après vous dites « Ah oui, mais attention, je prends l'origine de telle sorte que cet événement-là a les mêmes coordonnées dans R et dans R'. » Je peux toujours le faire, je choisis l'origine du temps, l'origine de l'espace où je veux. Et du coup, ces constantes-là, en fait, sont nulles. Mais par choix de l'origine. OK? Ok. Y a-t-il d'autres questions? Non? On en reste là? Ok. Bon, bah écoutez, on se tient au courant pour les histoires de reprise de présentiel. Les choses vont se décanter. Peut-être pas pour la semaine prochaine, mais peut-être que si même, si tout va bien. À ce moment-là, j'aurai le plaisir de vous voir enfin. On verra ce que ça donne. Ok. Et puis, donc, on peut échanger via Moodle aussi si vous avez des remarques particulières sur l'organisation, justement. Voilà. Bon, eh bien, bonne fin de semaine et à la semaine prochaine.